Bonjour et bienvenue dans Agir pour l'environnement, le seul magazine de l'océan Indien entièrement consacré à l'environnement de Mayotte. Cette semaine, dans l'émission, au programme, on va parler du lien entre forêt et eau. Et c'est un lien éminemment important puisque sur notre île, il a été caractérisé, ce lien. Et on va donc en parler. Agir pour l'environnement dans le quotidien de chacun. Et ben oui, moi j'y crois. Pour parler de cette question cruciale, ce matin, on reçoit sur le plateau Dominique Paget, qui est directeur de l'ONF Mayotte. Bonjour. Bonjour. Et puis celui qu'on ne présente plus, Michel Charpentier, le président des naturalistes. Bonjour Michel. Bonjour. Merci à tous les deux d'être sur le plateau avec nous ce matin. Alors une question qu'on doit sûrement vous poser, mais qui me semble être important pour replanter le débat. Pourquoi la déforestation accélère-t-elle le manque d'eau ? Allez-y, Michel. La forêt est un très bon système pour absorber l'eau de pluie qui tombe et qui va pénétrer ensuite dans le sol, ralenti par l'ensemble du feuillage de l'arbre. Et cette eau qui pénètre dans le sol va par la suite progressivement soit revenir sous forme de source pour alimenter les rivières, soit constituer des nappes, des petites nappes phréatiques qui pourront être utiles au moment de la saison sèche où on pourra les forer pour obtenir de l'eau. Dominique Paget, c'est l'ONF Mayotte qui a établi ce lien par tout un tas de calculs entre eau et forêt il y a quelques années. Est-ce que ce lien qui a été scientifisé, si je puis me permettre de faire ce néologisme ici à Mayotte, est-ce qu'il existe partout ? Est-ce que partout la forêt contribue à protéger la ressource en eau et à la faire grandir ? Alors oui, la fonction de la forêt pour la préservation de la ressource en eau, il est bien connu, hein. Il est même mieux connu ailleurs qu'à Mayotte. À Mayotte, on a réalisé une étude il y a quelques années en comparant les bassins versants boisés et non boisés. Et on a estimé que la forêt permettait de retenir environ 25% des précipitations. C'est-à-dire, en gros, c'est 300 à 400 mm d'eau par an. Ça représente mètres cubes. 4000 mètres cubes par hectare et par an. Qui pénètrent dans le sol, dans le sous-sol, et qui sont restitués progressivement dans les rivières, notamment en saison sèche. Alors c'est une étude unique, hein, ça mériterait d'être vérifié, mais bon, on retrouve ces mêmes tendances ailleurs. Hein, ailleurs, en métropole, on estime que c'est environ 20% de l'eau qui est captée par la forêt et qui s'infiltre dans le sous-sol et dans les nappes. Et chez nous, 25%. On peut retenir entre 20 et 25%. Donc 20 et 25% des pluies qui tombent sur la forêt sont absorbées et sont plus tard restituées quand il y en a besoin. Absolument. C'est ça en fait. Absolument. Michel, c'est un sujet qui vous tient à cœur parce que souvent vous intervenez là-dessus et vous dénoncez. Quel est aujourd'hui l'état de la déforestation à Mayotte ? Alors, les spécialistes comme Dominique Paget pourront expliquer la différence entre déforestation, déboisement, etc. Disons que la déforestation est surtout importante dans les zones qui ne sont pas gérées et surveillées. Hein. La déforestation est beaucoup moins importante, par exemple, dans le secteur domanial de l'ONF. Par contre, elle est plus importante dans les forêts départementales et encore plus importante dans les espaces privés. Et quand on dit déforestation, ce n'est pas simplement de la forêt dense qui est visée, c'est aussi simplement les coupes d'arbres.
hein. Les arbres favorisent l'infiltration de l'eau. Même si vous n'avez qu'un champ de manioc avec 2 arbres au milieu, les 2 arbres favorisent cette infiltration. Mais Dominique Paget, pourquoi, parce que c'est un point important ce que dit Michel, pourquoi est-ce qu'un arbre va permettre à l'eau de pénétrer dans le sol et pas un bananier ou pas un plant de manioc? Parce que c'est quand même quelque chose qui a des racines et qui est dans le sol. Alors, un arbre, il a un appareil, un feuillage aérien qui est beaucoup plus développé qu'un bananier. Donc, il intercepte beaucoup plus d'eau. Et l'eau est interceptée et ruisselle le long du tronc ou s'écoule doucement, goutte à goutte, vers le sol. Alors, un arbre isolé, il n'a pas une fonction extrêmement intéressante. Ce qui est plus intéressant, c'est un ensemble d'arbres. Donc, c'est un ensemble d'arbres forestiers, c'est une forêt. Un ensemble d'arbres forestiers ou cultivés avec des cultures dessous, ça peut être un jardin mahorais. Les jardins mahorais ont aussi un rôle important dans l'interception de l'eau et de l'infiltration de l'eau dans le sol. Et voilà, je voulais en revenir sur la déforestation à Mayotte. C'est vrai que alors, la déforestation, c'est quelque chose qui est irrémédiable. Quand on dit déforestation, c'est qu'il n'y a plus de forêt. Ici, il faut plus parler de déboisement, en fait. Dans les secteurs qui sont gérés par l'ONF ou par le département, parce qu'il y a des coupes d'arbres, mais on reboise derrière. En revanche, ce qui est plus inquiétant, c'est tout ce qui est culture traditionnelle, jardin mahorais, où il y a du déboisement, donc les arbres sont coupés, et là, ça devient de la déforestation. Hein. Il n'y aura plus jamais de forêt sur ces zones-là. Mais là, on le voit sur l'image qui est à côté de vous, on est sur une forêt d'acacia, qui est donc déjà une forêt replantée pour lutter contre les padzas. Hein, et on voit que des agriculteurs illégaux ont coupé une partie des arbres pour les faire mourir, et quand ils sont morts, ils les font tomber et ils plantent des bananes. En l'occurrence, sur cette parcelle, c'était déjà le cas, et cette parcelle, c'était entre Chiconi et Sada. Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas bien plus en amont pour sanctionner, verbaliser ? Alors, on intervient en amont, hein. On a un programme de surveillance qui est très développé, qui nous prend beaucoup de temps, hein, des surveillances quotidiennes de nos agents. Il y a des surveillances interservices avec les services de la DAF, éventuellement l'OFB, service ONF département. Et quand on détecte des zones qui sont déboisées comme ça, on intervient pour détruire la culture avec l'appui des forces de l'ordre pour sécuriser l'opération. Donc l'aspect surveillance, ça nous demande beaucoup de temps. On surveille les forêts qui sont gérées par l'ONF et le département, ce qu'on appelle les forêts qui relèvent du régime forestier. On ne surveille pas les forêts en dehors de ces zones-là. Et déjà, dans les zones qu'on surveille, on peut estimer qu'il y a entre 40 et 50 hectares qui sont déboisés par an, donc, ce qui est énorme. On en reboise environ 40 hectares. Ah oui. Voilà. Et quand on dit on replante ou on reboise, on replante avec quel type d'arbre ? Quand je veux dire quel type d'arbre, c'est ils ont quel âge en réalité? Parce que je suppose que ce que vous avez décrit comme étant le mécanisme de captage de l'eau, qu'on atténue la vitesse, ça dégouline le long du tronc pour pénétrer tout doucement dans le sol. Une petite pousse qui a 1 an ou 2, elle a un rôle moins efficace qu'un joli arbre comme ceux qu'on voit à l'écran. Mais nous, on a un petit peu d'expérience, moins que l'ONF bien sûr, mais un petit peu d'expérience. On replante en ce moment sur un secteur de Sazilé. On a replanté dans l'espace naturel sensible de Bouéni. Et puis on a un projet de replantation qui devait se faire à l'origine du côté de la Haute-Gouloué, qui va probablement être déplacé. Donc on essaie d'être très actif au niveau de la replantation. Les espèces, c'est bien sûr toujours des espèces locales de Mayotte, adaptées à Sazilé par exemple, ça va être des espèces plus spécialement de zones sèches. Et les plants, c'est fourni par les pépiniéristes, hein, c'est 2 ans, 3 ans, c'est des plants comme ça.
Ce qui peut arriver parfois, par exemple, c'est que au moment de la replantation, des espèces comme l'acacia mangium que vous montriez tout à l'heure ne sont pas destinées à rester, Oui. parce que c'est quand même une plante envahissante, mais on la laisse éventuellement un certain temps, le temps que les jeunes pousses puissent reprendre, et puis après on peut se Mais débarrasser. là, dans l'exemple qu'on voyait tout à l'heure, une parcelle d'acacia mangium qui très concrètement a été plantée pour lutter contre les patzas. À l'époque, on voit Oui. bien que ça a marché, puisqu'on est à nouveau, j'y étais sur la parcelle, donc on est à nouveau sur un couvert forestier, enfin c'était une forêt en réalité. Quand des agriculteurs illégaux la détruisent pour mettre des bananes, est-ce qu'il y a un risque de voir revenir la déforestation massive avec la création de patzas? Absolument. Ce sont des sols qui sont très fragiles et s'ils ne sont pas couverts par une végétation, l'érosion du sol redevient très active. Donc avec les pluies fortes, toute la terre fine ruisselle en surface, va dans les cours d'eau et ensuite dans le lagon. Donc c'est très grave ce qui s'est passé sur cette parcelle-là. Alors c'est très grave, oui. Et puis, oui. Bah oui. Clairement, il faut trouver les coupables et sanctionner. On trouve très rarement les coupables, c'est exceptionnel. En fait, on n'arrive pas à attraper les auteurs de ces déboisements, ces défrichements. C'est durement puni par le code forestier, mais on n'attrape pas les gens. On n'arrive pas à les identifier. Donc, d'où les actions de destruction. On cherche plus à les identifier. On détruit les plantes agricoles. Comme c'est en train sur la vidéo que l'on voit à côté. Alors là, on est à côté de la retenue collinaire, effectivement, de Dzoumogné, où des agriculteurs illégaux ont arraché une sacrée parcelle d'arbres. Hein, et elle devait être ancienne, et ils avaient installé un domaine agricole quelque part, et ils sont allés voler également l'eau dans la rivière en la détournant de son usage, c'est-à-dire remplir la retenue collinaire pour arroser leur parcelle. Donc là, quand on le voit, l'agent du SRF est en train de détruire les bananiers. Qu'est-ce qui se passe derrière vous? Vous arrivez et vous replantez. Comment on fait après un tel méfait pour reprendre possession de la parcelle qui appartient soit à vous, soit au conseil départemental? Alors, ce qui se passe, déjà, il faut repérer ces zones qui sont déboisées. Ça peut aller très vite. En général, l'abattis brûlis, les arbres sont abattus en début de saison sèche, pour être brûlés et ensuite plantés. Donc il faut repérer ces zones-là, soit par des patrouilles au sol, soit par télédétection. On essaie de développer des projets pour améliorer notre efficacité en matière de télédétection. Ensuite, une fois qu'on a repéré ces zones, on programme une intervention donc avec les forces de l'ordre, puisque ça peut être dangereux. Il y a des cas où, Bien sûr. Où on s'est fait attaquer carrément. Donc on a une programmation de ces actions avec les forces de l'ordre, donc police ou gendarmerie selon les secteurs. Et ensuite, on intervient massivement à une trentaine d'agents plus les forces de l'ordre pour sécuriser l'opération, et on détruit ces zones-là. On détruit les cultures. On peut, parfois, une fois suffit, un passage suffit, parfois il faut passer plusieurs fois. Ah oui, ils replantent derrière. Voilà. Et une fois qu'on s'est assuré que la zone est abandonnée, on programme un reboisement, c'est-à-dire une plantation d'essences forestières. Et alors, tout à l'heure, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la réponse. On replante des petites pousses. Elles mettent combien de temps à devenir efficaces pour capter l'eau? Alors, nous, on plante des plants d'1 an en général. Donc, on les commande 1 an à l'avance. On les met en terre en saison sèche, en saison des pluies, pardon. Oui. Et ensuite, il faut les dégager de la végétation concurrente, notamment des lianes, puisque c'est des petits plants qui sont au milieu d'une végétation spontanée, souvent envahissante, et qui, si on ne fait rien, sont vite étouffés par la végétation concurrente. Donc une fois que les plants sont plantés, sont mis en terre, il faut entretenir, ce qu'on appelle les entretiens. Donc il faut dégager ces plants pendant 2 fois par an les premières années, et ensuite 1 fois par an sur les 5 premières années. Au bout de 5 ans, parce que une fois que le plant est installé, il pousse relativement vite. Au bout de 5 ans, le plant peut faire 5 à 10 mètres de haut. Et au bout de 15 ans, on peut considérer qu'on a reconstitué une forêt. Ah oui, donc c'est un travail de moyen long terme en réalité. Oui.
Absolument. Sur l'expérience que vous avez, Michel, vous avez dit la presqu'île de Bouigny, vous avez parlé également de Sazilé. Quand on plante un nouveau plant, ou qu'on reboise une zone plus particulièrement, c'est quoi le taux de casse? C'est-à-dire, il y en a combien de tous ces petits arbustes qui n'arriveront pas à l'âge adulte? Ça peut être variable, mais disons que si on arrive à ne pas avoir plus de 10% de pertes, c'est un bon résultat. Hein. Oui. Donc c'est quand même très... très... Parce qu'on pense au NF, ils font peut-être du 99%. Non, nous, on estime, on a notre taux de reprise qui est acceptable, c'est-à-dire le taux de survie au bout d'un an, c'est 80%. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. C'est déjà un bon... Ce qu'on considère qui est acceptable, un bon résultat. Ouais. Alors, en moyenne, Dominique Paget, vous replantez, avec, je suppose également, toutes les forces publiques confondues, y compris les associations qui sont effectivement nombreuses à se mobiliser également. Combien on replante de surface d'arbres en une année à Mayotte? Alors, sur les 3 dernières années, l'ONF a replanté 18 hectares par an. Le département, une vingtaine d'hectares par an. Ça représente entre 70 et 80 000 plants par an qui sont replantés. Voilà. Les associations, c'est essentiellement l'association de Michel qui replante. Oui, et puis il y a de plus en plus maintenant d'associations qui font ce travail. Du côté de Bouigny, les associations de la Fédération mahoraise des associations environnementales, du côté également de Mayotte Nature Environnement qui ont lancé un projet GG Forêt. Il y a de plus en plus de mobilisation, on le sent bien là-dessus, parce qu'il n'y a pas que l'eau qui est intéressante pour la forêt, il y a aussi bien sûr d'autres aspects comme la lutte contre l'érosion, etc. Ouais. Et nous, pour les replantations qui représentent quand même un travail humain assez important, pour les grandes surfaces, enfin les surfaces plus importantes, on a fait appel à la fois au RSMA ainsi qu'aux cadets citoyens de la gendarmerie. J'en profite pour les remercier les uns les autres de leur collaboration. Et puis on complète avec, autant que faire se peut, des bénévoles ou même des scolaires quand c'est possible. Mais bon, ça serait très bien de faire appel à des scolaires parce que c'est très pédagogique en même temps de la replantation. Mais bon, c'est compliqué parce qu'il faut les faire venir sur place. Mais il y a des objectifs qui seraient intéressants de se fixer. Je sais qu'au niveau du rectorat, il y a une sensibilité importante à cette question-là. C'est combien d'argent qu'on met sur la table pour reboiser? Parce que 70 hectares, c'est beaucoup. Il y en a 130 par an supprimés, c'est ça? Combien on supprime d'hectares par an? Quand je dis on supprime, combien parce qu'on pourrait penser que c'est vachement bien de le faire. Non, combien illégalement d'hectares de forêt disparaissent chaque année? Alors, en moyenne, une cinquantaine d'hectares dans les forêts qui sont gérées par l'ONF et le département. Oui. Donc on replante plus qu'on ne déplante? Parce que si non, parce qu'on replante 18 hectares par an sur les 3 dernières années à l'ONF et 20 hectares par an au SRF. Ah oui, donc ça fait... On reboise moins, mais le déboisement peut se produire plusieurs fois sur la même surface. En fait, on peut repasser plusieurs fois sur la même surface, ce qui est le cas en zone périurbaine de Mamoudzou. Les massifs les plus touchés sont ceux de Majimbeni, Maïva-Douani, où là, il y a une très forte pression humaine de défrichement. Donc c'est souvent sur les mêmes zones qu'on repasse. Donc c'est difficile à mesurer. On veut justement mettre en place, on a un projet de mettre en place un observatoire du déboisement par télédétection pour quantifier exactement les surfaces déboisées par an.
Alors, il y a eu un autre sujet relatif au lien entre eau et forêt, c'est celui du changement climatique. Ça a été beaucoup expliqué ces 2 dernières années. Le réchauffement climatique transforme la saison des pluies, qui va être plus courte, autant d'eau, mais sur une période plus concentrée. Est-ce que cette nouvelle réalité transforme le lien entre forêt et eau ? C'est quelque chose qui ne se verra qu'à la longue. Évidemment, ce n'est pas un changement brutal d'une année sur l'autre. Mais la forêt, déjà, on le sait, permet d'avoir des oasis de fraîcheur. Hein. Le développement de la sécheresse, ça serait une catastrophe, surtout dans un pays où il y a plusieurs mois sans pluie. Hein. Donc ça, c'est important. Il faut ajouter aussi le fait que la forêt transpire, comme nous-mêmes, hein, et l'évapotranspiration produit de la vapeur d'eau qui rejoint les nuages et réalimente les pluies. Tout cela contribue à entretenir un certain climat de protection à la fois sur le plan température et humidité. Est-ce que s'il pleut plus fort, c'est-à-dire plus de pluie, plus d'intensité de pluie, est-ce que la forêt, elle pourra en absorber autant ? Ou est-ce qu'il y aura un ruissellement plus important qui conduira à ce que finalement la captation de l'eau, avec ce changement des saisons des pluies, sera moins efficace ? Alors, je comprends cette logique de le dire, on va le voir dans le temps, mais... Alors, on ne le mesure pas, alors que, pour l'instant. Donc, ce qu'on suppose qui va se passer, c'est que la saison sèche sera plus longue et plus intense. Donc, il risque d'y avoir un impact sur certaines espèces forestières, avec des dépérissements. C'est ce qu'on observe dans d'autres régions dans le monde. Pour l'instant, on ne le mesure pas à Mayotte, parce que ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est d'assurer l'intégrité foncière des forêts. Oui. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec les changements climatiques, il y a un décalage dans la saison des pluies qui arrive plus tardivement et qui a l'air plus courte. Donc ça a des impacts sur nos reboisements, par exemple. Ce qu'on voit aussi, c'est que la saison sèche étant plus intense, il y a un développement des incendies qui deviennent plus fréquents, plus intenses. Et par exemple, l'année dernière, on a une jeune plantation d'1 hectare qui a brûlé dans le sud de l'île. Et c'était fraîchement replanté. C'était fraîchement replanté, voilà. Bon, ça, c'est une grosse perte. Alors, c'est une grosse perte en effort, en moyens financiers, en moyens humains. Voilà, il faut compenser. Voilà. Ça coûte combien de replanter 1 hectare de forêt ? Alors, ça coûte, pour planter, il faut environ 30 000 € pour 1 hectare. Et ensuite, il faut assurer les entretiens, donc le dégagement des plants, ça coûte environ 10 000 € l'hectare. Ah oui. Donc ça a un coût important. Il faut derrière assurer une surveillance de ces plantations. Il ne s'agit pas que quelques années après, ce soit détruit par le feu pour une plantation de bananes. Donc il y a un coût de surveillance qui est important. Donc si vous voulez, au niveau financier, côté ONF, on reboise chaque année pour environ 700 000 €. C'est des financements, soit des financements européens, du FEADER, soit des financements de l'État. Sur ces financements, il y a 80-85% qui est redistribué, qui repart aux entreprises locales, donc les pépinières et les entreprises de travaux forestiers. Oui, donc c'est très très gagnant pour le territoire en réalité. Absolument. À tout point de vue, à la fois sur le côté économique et sur le côté environnemental. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux l'expliquera, mais pour nos téléspectateurs, comment on dit l'eau, et vous l'avez dit vous-même, la forêt restitue l'eau en saison sèche. Comment la forêt, elle restitue l'eau en vrai ? C'est chouette, hein, mais concrètement. Regardons par exemple cette année, moi je me suis fait plusieurs fois l'observation. Aux environs du mois d'août, septembre, octobre, il y avait plusieurs semaines qu'il n'y avait pas eu de pluie, hein, et pourtant les rivières coulaient quand même. Hein, donc la pluie vient même de quelque part. Et bien la pluie qui vient de quelque part, c'est celle qui s'est infiltrée dans les sols et qui se
restitue petit à petit dans le cours des rivières. Et pourquoi elle se restitue, pardonnez ma question, elle est peut-être... mais pourquoi elle se restitue dans le cours des rivières et pourquoi elle ne s'infiltre pas en profondeur Il y a les deux. Il y a aussi de l'infiltration en profondeur. Mais ça va dépendre de la géologie des sols. S'il y a une nappe qui est relativement étanche et qui va permettre de stocker l'eau. Et là, dans ce cas-là, c'est davantage par forage qu'on pourra avoir accès à cela. Merci beaucoup, messieurs, de toutes ces explications. Je pense qu'on voit plus clair dans la situation. En tout cas, le lien entre eau et forêt est établi. Je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. Et le rôle que l'on peut avoir... Et alors, si, quand même une dernière question, vous qui êtes des spécialistes. Faut-il au maximum, en ville, planter des fleurs, planter des petits arbustes dans les jardins? Est-ce que ça a aussi un rôle sur la ressource en eau? Moi, je pense que oui. Planter des arbres, des arbustes, oui, en milieu urbain, ça a un rôle. Ouais. Pour rafraîchir l'atmosphère, au moins. Voilà, ça va peut-être pas forcément apporter beaucoup d'eau supplémentaire, mais surtout, à la fois sur le plan confort urbain, d'éviter les coups de soleil et de sécheresse. Et puis en même temps, sur le plan esthétique, c'est quand même plus agréable. Oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite, évidemment, sur Coesie, avec Agir pour l'environnement, avec un autre thème et d'autres invités. À très vite.